200 000 €, 500 000 €, 1 million d'euros, ce sont des prix qu'on a au moins tous entendus une fois à propos des collections des montres de Richard Mille. Si vous vous intéressez à l'univers de l'horlogerie, vous avez déjà entendu parler de cette marque, en bien ou en mal. Et vous avez sûrement déjà vu ces modèles au poignet de quelques influenceurs de Dubaï, mais surtout aussi de sportifs tels que Rafael Nadal ou Yohan Blake. On entend beaucoup de choses sur les montres Richard Mille, notamment des prix stratosphériques qui pour certains frisent le ridicule. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui vraiment ces prix? Est-ce que la montre de Rafael Nadal résiste à vraiment tous les chocs? Et puis d'ailleurs, c'est quoi une Richard Mille? Tout d'abord, Richard Mille est une marque horlogère de montres suisse issue du groupe Richard Mille, jusque-là ça va, fondée en 2001 par Richard Mille et son ami et associé Dominique Guéna. Et Dominique Guéna est une personne très importante parce que Richard Mille n'aurait pas pu sortir comme par magie une marque avec de telles exigences. Pour créer des modèles qui répondaient à sa vision, il avait besoin d'un petit peu d'aide. Et dites-vous que sans Dominique, la marque Richard Mille n'aurait peut-être pas existé. Mais du coup, si Dominique Guéna est si important, qui est-il? Eh bien, Dominique Guéna est simplement le petit-fils de Ali Guéna, un homme qui en 1900 créa les montres Valgine, une manufacture d'horlogerie et de joaillerie de luxe en Suisse. Donc vous commencez un peu à comprendre le rôle que Dominique Guéna aura dans cette aventure. Richard Mille avait une vision très précise des modèles qu'il cherchait à créer, et pour ce projet assez fou, il avait besoin d'un atelier. Et il se trouve que son ami de toujours, Dominique Guéna, en avait un. Et à ce duo de choc s'ajoute un troisième personnage. Un personnage également important puisqu'il va même être cité comme le troisième homme. Et cette personne, c'est Yves Matisse. Yves Matisse, directeur général chez Montres Valgine depuis l'an 2000, soit un an avant la création de la marque Richard Mille, il était déjà à l'époque témoin de la création de la marque Richard Mille. C'était donc l'homme de la situation, parfait pour comprendre et superviser la conception des montres Richard Mille. C'est un petit peu la personne vers qui le service de production se tourne en cas de doute. Et sa compréhension de certaines étapes très complexes font de lui un homme de choix. Donc ça c'est le décor. On a vu ensemble que Richard Mille bénéficie des ateliers de Dominique Guéna, à savoir Montres Valgine, pour créer ses montres, mais ça ne s'arrête pas là puisque Richard Mille va bénéficier des filiales de Montres Valgine pour renforcer sa marque. Comme quoi avoir un copain dans l'horlogerie, c'est toujours sympa. Donc on va avoir 3 filiales, soit ProArt pour les composants, VMDH pour la décoration et Orométrie pour la distribution. La totalité des montres de Richard Mille sont assemblées au Breleux, en Suisse, et on estime aujourd'hui que Richard Mille ne produit que 3600 modèles par an, dont 25% réservés pour la clientèle féminine. Et même ça, c'est pas beaucoup. Surtout si on compare avec les géants de l'industrie horlogère comme Patek Philippe, qui ne produit que 60 000 modèles par an, ou encore Rolex, qui n'en produit que, entre guillemets, 1 million. Ouais, on a presque l'impression que Rolex est mainstream à côté de Richard Mille. Et ce qui ne joue pas en la faveur de la marque pour vendre plus de modèles, c'est le contrôle qualité. Richard Mille n'hésite pas à détruire 30 à 40% de ses modèles qui ne jugent pas réussis une fois qu'ils passent le contrôle qualité. Et puis surtout quand ils passent le contrôle technique, c'est-à-dire le contrôle qualité, le dernier contrôle qualité, ça veut dire la montre sort, elle est vérifiée par quelqu'un, elle est faite, elle est prête à être vendue, il y en a une sur deux qui part à la poubelle. Si elle n'est réussie qu'à 99,99%, Richard ne la vend pas. D'ailleurs, en termes de précision, Richard Mille n'hésite pas non plus à se comparer aux écuries de Formule 1 telles que McLaren, en parlant de la conception de ces modèles pour mettre l'accent sur la précision et la rigueur que la marque met sur chaque modèle qu'elle réalise. Et d'ailleurs, en parlant de McLaren, Richard Mille a réalisé une collection dédiée aux Formule 1, avec des matériaux extrêmement difficiles à travailler, tels que le nanocarbone, réputé quasi indestructible, pour gagner en résistance mais également en légèreté. Parce qu'il faut le savoir, bien que les modèles de Richard Mille paraissent épaisses ou volumineuses, les Richard Mille sont réputés extrêmement légères. Julien Boyat, directeur technique, avoue en 2010 que Richard Mille voulait une montre pour Rafael Nadal qui ne dépasse pas 20 grammes, bracelet compris. Et c'est pourquoi pour alléger la montre de Rafael Nadal, on ne va pas utiliser un verre saphir qui est standardisé dans le secteur de l'horlogerie, mais l'équipe technique avoue avoir travaillé avec des concepteurs de visières de casques de pilote de Rafale, le même verre que les casques de pilote de ligne. Et tout ça dans le but d'avoir un verre extrêmement rayable. Non. Et ça toujours dans le but d'avoir un verre inrayable et extrêmement léger. Mais avoir une montre extrêmement résistante à la pointe de la technologie qui emprunte même des matériaux militaires ou de Formule 1, c'est bien, mais si personne n'en parle, c'est dommage. Et c'est pourquoi aujourd'hui Richard Mille communique sa marque et sa présence notamment en sponsorisant beaucoup d'événements. Beaucoup. On retrouve donc la marque dans le tennis, l'athlétisme, le polo, le golf, la Formule 1 et même le football. Mais pourquoi couvrir autant d'événements sportifs qui a priori n'ont pas trop de lien les uns des autres ?
alors qu'il suffirait d'être présent sur quelques-uns qui sont plus ou moins cohérents et d'y rester. Richard Mille aurait-il du mal à vendre ses modèles en essayant de croiser le plus d'événements possible, ou alors la clientèle de ces événements un peu huppés sont les cibles parfaites pour la marque? Eh bien la vérité est un petit peu plus simple que ça. On l'a vu, souvenez-vous, la volonté de Richard Mille est de faire des montres quasiment indestructibles, et quoi de mieux pour la marque que d'être présente absolument sur toutes les performances sportives, même les plus extrêmes, pour prouver la résistance de leurs montres. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais le polo est considéré comme l'un des sports les plus dangereux du monde, à cause de ces chutes de cheval qui peuvent parfois être mortelles. Donc ça c'était pour le côté communication sur la résistance de la marque. En plus d'avoir une forte présence sur les événements sportifs, Richard Mille n'hésite pas non plus à proposer ses modèles à des personnalités sportives comme Rafael Nadal, ou encore Yohan Blake, un sprinter jamaïcain qui porte une Richard Mille Yohan Blake à quelques 650 000 €. Et le choix des athlètes pour Richard Mille est très important puisque chacun des deux athlètes performe dans leur catégorie avec justement une Richard Mille au poignet, qui contrairement à ce qu'on pourrait penser ne contraignent absolument pas leurs mouvements ou leurs performances. Après tout ça, qu'est-ce que vous pensez de Richard Mille? Et si vous aviez la possibilité d'en avoir une, est-ce que vous en prendriez une? Parce que oui, on parle quand même de montres en moyenne à 200 000 € pour un style qui rentre un petit peu dans l'ordre du subjectif, et je vous laisse débattre en commentaire. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu ou de vous abonner, on commence à être de plus en plus nombreux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Chaque fois, objectif, montrer que c'est un produit extrême pour des conditions extrêmes.